Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tatona. Vous savez, Tatona, c'est un espace où on parle sans langue de bois de sujets qui nous touchent, qui touchent la société. Et aujourd'hui, on va embarquer dans un voyage, pas un voyage à l'étranger comme on a vu dans l'épisode passé, mais plutôt un voyage extraordinaire au cœur de la maternité. Donc, on va parler de parentalité. Et nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir une Tata Bisou ou Midad, une jeune maman extraordinaire, comme on dit, dans le courage et l'amour inconditionnel. On a illuminé le chemin de la parentalité. Vous écoutez Tatona, le podcast qui décrypte les sujets de notre société. Que vous soyez un jeune en quête d'inspiration, un auditeur curieux ou simplement quelqu'un qui souhaite mieux comprendre les défis de notre génération, vous êtes au bon endroit. Ici, on explore les sujets de notre société tels que la famille, la vie d'adulte, les enjeux sociétaux, la culture et bien plus encore. Je suis votre hôte, Audrey Rode, et bienvenue dans cet épisode. Midad, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce podcast. Je vois que tu n'es pas seul et ciao. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Audrey pour cette invitation. Pour la petite présentation, moi c'est Midad Mounirou. Je suis consultante en bien-être pour mamans salariées. J'aide les mamans à se libérer du temps pour prendre soin de leurs projets personnels, mais également de leur vie personnelle. Donc, dans vie personnelle, je mets vie de couple et vie de famille. Donc, voilà un peu pour la présentation. Je suis auto-entrepreneur depuis 2021 maintenant. Et en parallèle de cette casquette, je suis maman. Bien entendu, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je suis également risk manager de formation, donc j'ai 1 million de casquettes à mon actif, comme tu peux le voir. Du coup, je vais laisser la parole à mon partenaire de podcast du jour pour qu'il puisse se présenter. Oui, donc moi je suis... donc bonjour à tous, moi je suis Kadjeboué Jenny. Donc je suis le partenaire de podcast du jour, et sinon dans la vie, le partenaire aussi de vie de la rente. Et donc moi, je suis dans le domaine du digital, en informatique. Et papa aussi, depuis quelques années maintenant. Exactement. Déjà, merci beaucoup. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation de passer dans Tatona. Ça me fait plaisir aussi de vous recevoir aujourd'hui. Et on sent une certaine amour entre le couple là. Et moi, ça me fait plaisir de parler de maternité. Déjà, je rappelle aux auditeurs que quand on parle de maternité, c'est vraiment de l'amour inconditionnel. Comme on dit, il y a de l'amour, il y a plusieurs types d'amour, mais aujourd'hui, quand on est maman, on est papa, c'est autre chose. On va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, Midad, je te pose la question d'objet. Je vais poser la question à savoir aujourd'hui, comment t'es lancé, toi, personnellement, dans cette aventure de devenir maman et comment tu vis ça jusqu'à présent? Déjà, je ne me suis pas lancée toute seule, on s'est lancés tous les deux dans cette aventure. Mais pour répondre à ta question d'un point de vue maman, je pense qu'il était important pour nous, dans un premier temps, d'être mariés. D'abord, avant de se lancer dans le côté parent ou maman. Pour moi, c'était clair aussi que j'avais besoin d'avoir la bague au doigt avant de m'engager dans cette voie-là. Peut-être par sécurité, stabilité, j'en sais rien. Mais c'était important pour moi. Donc, ça a commencé comme ça, j'ai envie de dire. C'est d'abord le mariage et après le mariage, tu vois, le côté, on sait qu'on a solidifié les liens déjà entre nous et entre nos familles. Pour nous, c'était un peu une suite logique, tu vois, de passer le cap de devenir parent. Donc, on en a discuté. On s'est mis d'accord sur le bon moment pour commencer les démarches pour devenir parent. Et puis, une fois qu'on s'est mis d'accord, on s'y est mis, en fait, tout simplement. Et pendant tout ce temps, moi, dans ma tête, tu vois, je me préparais à ce nouveau cap de, je passe de jeune fille, de jeune femme à maman. Voilà un petit peu le côté, comment est-ce qu'on s'y est pris au début pour se lancer, en tout cas, moi, à côté maman. Maintenant, comment je le vis au quotidien? J'ai envie de te dire que c'est un mélange entre une aventure extraordinaire, joyeuse, enrichissante, mais en même temps, beaucoup de challenges derrière. Voilà, si je dois résumer pour le démarrage, je dirais ça. Et peut-être que je te laisse compléter pour donner ton point de vue aussi. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, je vais juste compléter. Donc, la première partie sur le lancement, c'est exactement ce que tu disais. On s'était mis d'accord, toujours dans la communication, on s'était mis d'accord sur le fait que une première étape qui était le mariage.
Alors, il y avait plein d'autres petites étapes aussi en parallèle, hein, l'achat immobilier, plein de sujets comme ça. Oui. Mais effectivement, le mariage. Ensuite, à quel moment est-ce qu'on estimait qu'on était suffisamment aussi serein pour accueillir une nouvelle personne, pour en prendre soin et pour lui donner tout l'amour qu'on avait à lui donner. Tout ça se faisait effectivement en discussion. Et puis, quand on a senti tous les deux le bon moment, on est passé à l'action. Et comment on vit au quotidien, c'est aussi comme tu disais. C'est-à-dire qu'il y a cette nouvelle personne qui arrive dans la vie des parents. Elle arrive avec plein d'amour aussi, plein de choses, de liens extraordinaires à vivre, bon, comme tu signalais au début. Et puis, tu as aussi pas mal de challenges derrière. On a souvent tendance à se dire, vous verrez, il y a beaucoup de joie, mais on ne parle pas beaucoup des challenges et il y en a quand même pas mal. C'est vrai que pour rebondir sur ce qu'il disait, Kad, il a parlé d'achat immobilier. Ça, c'est une étape, c'est important quand même. Moi, je trouve que c'est pertinent de revenir là-dessus dans le cadre de cette discussion qu'on est en train d'avoir. Parce que autant pour moi, je te disais, le mariage, c'était la base avant de passer à l'étape de parents. Autant pour mon chéri, en tout cas, tu me dis si je me trompe, le côté sécuriser sa famille, mettre un toit ou en tout cas être sûr qu'il n'y aurait pas de soucis par rapport à la protection familiale. Je pense que c'est quelque chose qui était très important pour toi. Et donc, tout ça, ça a été des déclics pour nous, ou en tout cas des points pour nous dire, OK, on se sent plus ou moins prêt, en fait, à passer à l'étape de parents. Ok, c'est super intéressant ce que vous avez dit. Je retiens deux choses très importantes dans cette notion de dire, OK, on passe par le mariage d'abord avant de dire, OK, on va maintenant penser enfant. Et la deuxième chose que vous avez dit à la fin, de dire, OK, comment on dit en Afrique, il faut savoir où vous allez dormir d'abord avant de dire, OK, bon, on va ramener une personne qui va venir partager notre vie. Et moi, je m'en vais poser une question pour approfondir un peu ce côté-là. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce à dire que le mariage, il faut passer par le mariage avant d'avoir une vie à montagne? Absolument pas. Absolument pas. C'est pas du tout l'objectif de mes propos. Là, je parle vraiment de moi, de ce qui est important pour moi. Je pense que c'est vraiment une question que chacun doit se poser. Il y a des accidents dans la vie, ça arrive. Il y a des gens qui tombent enceintes alors que c'était pas forcément prévu. Bon, même si aujourd'hui, il y a plein de moyens pour prévenir ça et gérer ça, ça peut arriver. Il y a des gens qui... Excuse-moi. Oui, vas-y. Vas-y. Envie de se marier aussi. Oui, et puis il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de se marier. Exactement. Je pense que c'est toujours la même chose, hein, et puis c'est quelque chose qui va accompagner les couples, en tout cas, toute leur vie, c'est la communication. Si les éléments, c'était aussi important pour elle que pour moi, on se dit, on le fait. Après, dans des couples, ça peut être différent. Voilà, je pense qu'il y a un peu de tout. Hein. C'est ça, exactement. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de s'y prendre hors cadre mariage, après ça, c'est leur choix. Il faut pouvoir suivre vraiment ses convictions, ses valeurs personnelles et y aller en son âme et conscience, comme on dit. Moi, j'ai vraiment parlé de ce qui était important pour moi. Okay. Non, je voulais juste taquiner un peu et tout par rapport à ça. Je pense que pour rebondir aussi sur ce côté d'avoir un toit sur la tête, moi, ça me fait poser des questions. Aujourd'hui, vous avez un enfant, vous avez une petite fille, vous avez vécu des expériences en amont, toi, en tant que maman, période, des hormones pour leur dans la vie de la femme. Comment toi, personnellement, tu as vécu toutes ces étapes-là? Et j'ai envie aussi de savoir un peu comment ton conseil de beauté, parce que voilà, en tant que homme avec les hormones et tout ça, voilà. Comment ça s'est passé tout ça? Ok, ben je commence. Oui, bien sûr. Déjà, par rapport à l'étape de grossesse, j'ai envie de te dire que c'est jamais pareil pour toutes les femmes déjà. C'est différent d'une femme à l'autre. Et on le vit aussi, on va dire, différemment. Pour ma part, je crois que le premier trimestre a été vraiment la période la plus compliquée pour moi, avec toute cette phase de ton corps qui se transforme. Tu sens qu'il y a un truc qui se passe en toi, mais tu n'arrives pas vraiment à l'expliquer. Il y a vraiment tous les désagréments, j'ai envie de dire, du début de grossesse, les vomissements, la nausée, tout ça. Bon, on épargne ça aux auditeurs. Mais il y a eu vraiment toute cette phase-là où c'était compliqué pour moi, où je dormais beaucoup. Heureusement que mon chéri était à côté. En plus, moi, je suis tombée enceinte en plein Covid, début de confinement, donc limite premier mois de confinement, en fait.
Donc, je suis tombée enceinte dans cette période où déjà, on ne pouvait pas sortir, les mouvements étaient limités. Donc, c'était 2 fois plus compliqué pour moi de gérer toute cette partie-là, en fait, toute cette transformation que je vivais. Et ensuite, les autres trimestres ont été un peu plus soft, ça allait. Le 2e trimestre était pépère. Et le 3e trimestre, là, rebelote. Au début, ça allait, mais vers la fin, avant l'accouchement, j'étais malade, j'étais pas bien. Mon chéri était là à m'échever H24 pour essayer de me remonter le moral. Parce que oui, les hormones, ça me secouait énormément. Mais grâce à Dieu, tout s'est bien passé jusqu'à la délivrance, comme on dit. Ça, c'est vraiment l'étape de grossesse. Je sais pas comment toi, tu l'as vécu. En fait, tu as effectivement bien sondé les différentes phases. Moi, j'avais déjà entendu parler de plein de choses. Alors, attention, les femmes peuvent être un peu plus sensibles, un peu plus... Je t'ai fait le coup de la cerise oui. Et des fraises et des financiers aussi à aller me chercher. Cerise, financier, aller chercher à minuit. À minuit, 1h du matin. On n'a pas eu de cerise, on a eu des raisins. Ouais. Mais effectivement, ça s'est passé comme tu l'as décrit, avec des hauts et des bas, et vraiment beaucoup aussi de se mettre, essayer dans la mesure possible de se mettre à la place de l'autre. Tout ce changement qu'elle a au niveau physique, au niveau hormonal, tout ce chamboulement dans la vie, en fait. En plus, tu l'as dit, le confinement faisait qu'on était dans des espaces fermés. Une bonne chose et une mauvaise chose. Bonne chose, parce que du coup, moi, j'étais aussi à la maison. Disponible. Je pouvais être là pour t'aider et souvent. Moins bonne chose, parce que du coup, la sortie était très réglementée. Il fallait se faire des attestations. Tout ça avant de sortir. Mais je pense... Globalement, ouais. Parce qu'on était tous les deux aussi pas mal dans l'écoute, dans la discussion. Et puis, on se connaissait quand même bien tous les deux. Donc, je sentais à un moment donné quand ça n'allait pas. Écoute, va te reposer, je vais faire ça. Qu'est-ce que tu veux manger? Dans cette période, tu m'as appris à faire des choses. Je l'ai appris à faire le hakoumé, comme on dit là, pendant la période là, parce que le premier, je n'avais que des envies de hakoumé en fait, tu vois. Et je ne pouvais pas le faire moi parce que j'étais trop crevée et je le voyais lui avec la palette là en train de tourner comme ça. C'est pas si j'ai réussi, mais bon, j'ai essayé ce que j'ai... Ouais, mais j'ai quand même mangé. Pour moi... Fallait manger, quoi. Fallait manger, il fallait écouter ce que bébé voulait. Et comme tu l'as dit, je pense que le fait de se connaître depuis très longtemps nous a permis de vivre ce moment-là aussi aisément. Parce que nous, on est ensemble depuis 2012, donc on est dans notre 11e année et on a eu notre bébé en 2020. Je suis tombée enceinte en 2019. Mi-2011. Mi-2011, ok. Donc, bref, ça fait plus de 10 ans. T'entends plus la mémoire. Hein. T'as plus la mémoire que moi. Donc, on a quand même attendu quand même pas mal d'années avant de passer le cap de on va devenir parents. Donc, on a pris le temps de se connaître, de vivre ensemble, déjà, de savoir ce que l'autre aime ou pas. Oui, l'étape de grossesse m'a changé aussi, mais le fait qu'il me connaissait déjà de base, ça a permis aussi d'avoir une bonne approche pour m'aider à bien gérer cette phase-là. Super intéressant. C'est quand même quelque chose qu'on oublie souvent, tu vois, cette vie avant la grossesse aussi, de connaissance de soi et de connaissance de l'autre aussi, qui est très important. Parce que comme moi, je dis toujours, c'est 2 êtres qui se mettent ensemble pour donner naissance à, disons, un 3e être qui va venir. Donc, si on ne se connaît pas, on ne peut pas prendre soin de la 3e personne. Parlons un peu plus maintenant de ces moments de joie que la maternité nous a apporté en tant que parents. Est-ce que vous avez eu des moments privilégiés? Comment vous vous êtes sentis et comment vous entretenez aujourd'hui cette relation spéciale avec votre enfant? Tu veux commencer ou pas? Toujours. Je t'en prie. Les moments de joie, moi déjà, c'est la naissance de notre fille. C'est le premier souvenir en fait qui reste là. Je pense que toutes les mamans et tous les papas qui assistent à l'accouchement ne peuvent pas oublier ce merveilleux instant. Quand elle est sortie, j'ai compris que ça se concrétisait, tu vois. Et le premier sourire quand elle te regarde, elle ressemble pratiquement à rien. Hein. On va pas se mentir, elle ressemble pas encore à papa ou à maman à ce moment-là. Mais juste le fait de la voir, de la sentir contre nous, de la toucher, de se dire, OK, on y est, en fait. Ça provoque une joie, en fait, indescriptible. Je ne saurais même pas te dire exactement ce que c'est, mais c'est une explosion de bonheur, sur le coup. De larmes, de
de plein d'émotions, de se dire, OK, tu as donné la vie, c'est vraiment un cadeau de Dieu, de se dire, j'ai eu cette chance, j'ai eu cette grâce, en fait, de donner la vie. Et il est de ma responsabilité de prendre soin de ce petit trésor, en fait. Enfin, c'est juste fou, en fait. Et après ça, il y a eu d'autres moments, ses premiers pas, quand elle a commencé à marcher, quand elle a fait le premier sourire. Quand elle a d'abord dit papa avant de dire maman aussi, mais c'est pas grave. Ça a quand même créé de la joie dans la famille. Et puis, la première fois qu'elle te dit aussi « je t'aime, maman », enfin, c'est des petites choses qui font que, oui, tu es contente, en fait, d'être là, d'être sa maman. Et puis, voilà, ça et plein d'autres choses. Les moments où on sort avec elle, où on fait des activités ensemble, ou juste le fait d'être à la maison, de partager un Disney ensemble dans le canapé. Enfin, c'est plein de moments de joie comme ça qu'on partage avec elle au quotidien. En fait, moi, à même un moment, elle était encore, quand elle ne faisait pas encore ses nuits, et qu'à 3 h du matin, on se réveille et on voit qu'elle est là et on se regarde et puis on rigole, votre ouais, ça c'est vrai. Mais à 3 h du matin, on veut juste qu'elle dorme, elle est là, elle bouge. Exactement. En fait, la question que je voulais poser, je voulais savoir un peu, qu'est-ce qui a changé dans votre couple, genre, quand l'enfant est venu? Et je vais revenir un peu sur la deuxième question plus tard, parce que vous êtes un couple béninois. Même si je ne vivais pas au Bénin, je rappelle aux gens, mais on va revenir un peu sur ces différentes cultures plus après. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qui a changé dans votre couple depuis que la petite fille est là? Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont peur de se dire, OK, bon, quand on va faire l'enfant, bon, tonton ne va plus consacrer de temps à moi, tata ne va plus me regarder comme avant, on va plus s'occuper de l'enfant et tout ça. Qu'est-ce qui a changé? Expliquez-nous la vérité, quoi. Voilà, il y a des challenges. Elle a raison, c'est la version officielle. Pas la version... Pas la version diluée, quoi. Pas la version diluée. Vas-y, là, pour le coup, je te laisse commencer. Alors, qu'est-ce qui a changé dans le couple? Non, de façon pragmatique, on est, je pense, beaucoup plus organisé. Avant, on était, disons, on pouvait faire des sorties assez comme ça sur un coup de tête. Dire, tiens, allez, on va aller danser, on va aller au restaurant, on va aller au ciné. On a besoin d'aller voir tel ami, on y va. Une fois que tu as une personne supplémentaire, surtout, qui est... et je vais modérer mon propos parce que là, elle est à bas âge, donc elle est dépendante encore de nous. Donc, on ne peut pas faire la même organisation qu'on avait avant. Donc, effectivement, il faut mieux s'organiser. Il faut prévoir les choses. Il faut anticiper s'il y a besoin d'une garde, s'il y a besoin, par exemple, de sortir pour aller voir des amis, préparer le petit sac avec tout ce qui va être nécessaire sur son trajet pour qu'elle puisse s'amuser et ranger. C'est vraiment du pratico-pratique. Ça, c'est tout ce qui va être organisation envers la vie, on va dire, sociale. En plus des petites adaptations que chacun de nous va devoir faire pour le travail, garder, pour être sûr qu'on la récupère au bon moment, pour s'assurer qu'elle est occupée, ainsi de suite. Donc, il y a tous ces changements-là qui, on a de la chance, en Europe, c'est fait de façon un peu douce, en fait. Au fur et à mesure, tu passes sur un grade et une nouvelle organisation qui va arriver, ainsi de suite. Et puis maintenant, de façon personnelle entre nous, effectivement. Les choses croustillantes que les gens veulent entendre là, entre nous là. Non, mais c'est vrai, il y a eu un temps d'adaptation après qu'elle soit arrivée, où tu te refamiliarises. De toute façon, tu redécouvres aussi ta femme, mais tu te refamiliarises avec elle et avec aussi une certaine. Moi, je trouve qu'il y a un nouvel équilibre qui s'est mis en place entre les deux et ça n'a pas changé la façon dont. Ça, c'est ce que tu penses. Tu vas dire. On va penser parce qu'elle est absolument pas la même que ta version. En fait, pour te dire à quel point on ne voit pas les choses de la même façon. Ça, c'est sa lecture à lui. Autant sur la première partie, je suis absolument d'accord avec lui sur l'organisation. Moi, ça m'a disciplinée surtout. Au-delà du fait qu'ils disent, il faut sur la partie organisation prévoir le sac, la couche, le biberon, de quoi manger, machin truc quand on veut sortir, vraiment anticiper, réfléchir pour l'enfant. En gros, moi, par rapport à moi-même perso, je suis le genre de personne je fais tout à la dernière minute en général. J'anticipais pas beaucoup, mais vraiment le fait de devenir maman, ça m'a disciplinée sur cette partie-là. Et j'ai senti même des impacts après dans mon business ou même dans ma vie perso, en fait, hors maman. Maintenant, pour revenir au côté couple, Chérie a dit que lui, il me regardait toujours pareil, mais moi, j'avais pas cette impression-là. J'avais... Il y a eu un sas de décompression. Oui, il y a eu un sas de décompression. Déjà, au début,
Attends, je vais partager mon avis. Oui, bien sûr. Quand on est revenu de la maternité, quand on est sorti de maternité, revenu à la maison, les premiers mois où j'étais en mode allaitement, fatigue, tu dors pas, tu es là, tu as la pression dans ta tête. Déjà, ta pression personnelle à toi-même en mode est-ce que je fais bien ou pas en tant que maman? La pression du pays aussi avec la famille qui n'est pas forcément présente. Bref, le chamboulement de tout ça fait que tu te calcules plus toi-même en tant que femme. On va pas se mentir. Les premiers mois là, pas pour dire les trucs, mais même pour se laver, parfois, là, tu réfléchis, en fait, d'abord. Tu prends soin de toi. L'hygiène, c'est important. Mais il y a des moments où tu te dis, tu es tellement perdu dans tout ce qui se passe là au début que tu prends pas soin de toi au début. Tu t'oublies facilement, en fait, si tu sais pas faire. Et dans cette phase, parce que moi, j'ai vécu cette phase-là de je me calcule plus, c'est juste allaiter ma fille dans le canapé. J'étais assise parfois dans le lit du matin jusqu'au soir, être à côté d'elle. Je calculais plus mon chéri dans cette phase-là. J'étais concentrée sur ma fille et forcément, les pensées que j'avais dans ma tête, c'était, il n'y a plus de vie de couple, en fait. On est plus devenus parents que chéri et chérie qu'on était avant. Et là, je te parle vraiment de la phase de les 3 premiers mois. C'est surtout dans cette phase-là où, pour moi, il n'y avait plus de féminité me concernant. En tout cas, elle avait diminué. Et après, par rapport au côté couple, au côté amoureux, j'ai senti que pour moi, les 3 premiers mois, ça n'existait plus, en fait. Il y avait cette affection, ce respect qu'on se porte toujours mutuellement, cette bienveillance qui est toujours là, l'amour qu'on a envers notre fille, mais entre nous deux, moi, je sentais rien. Et quand je le regardais, quand on passait parfois dans la même pièce ou dans le couloir, moi, je me disais, on est devenus 2 colocataires. Mais vraiment, c'est comme ça que je voyais ça. Je n'avais pas l'impression qu'il me voyait comme sa chérie. Il me voyait plus comme la maman de sa fille sur cette période-là. Et comment toi, personnellement, en tant que maman, tu as surmonté tout ça et pour enrichir un peu ce voyage de vie de parents, en fait? Comme je te dis, c'est vraiment une phase qui, je pense, quand tu accouches pour la première fois, tu passes par là. Cette première phase de transition-là, je ne sais pas ce qui se passe. Mais après, tu as 2 étapes. Tu as l'étape de celles qui vont se dire, non mais stop, en fait. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça parce que j'ai envie de vivre aussi. Parce qu'au-delà d'être parent, on avait une vie avant. Il y avait un truc qui nous unissait avant. Il y avait un truc qui faisait que c'était top et qui a fait qu'on a eu envie d'avoir cet enfant-là. Ce n'est pas maintenant qu'on est devenu parent qu'on va renoncer à ça. Donc, tu as soit cette phase où tu prends conscience du fait qu'il faut que toi-même tu fasses quelque chose et que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Soit tu en prends conscience, soit tu t'enfonces en fait dans ce trou-là et tu as du mal après à te relever. Et moi, je pense peut-être que j'ai eu la chance de très tôt me rendre compte que non, la voie qu'on est en train de prendre là, la voie de l'oubli de soi, qui est complètement contraire à tout ce qui est valeur personnelle en fait pour moi, faut vraiment que ça a fait que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour changer la situation. Je me suis pas dit, il faut que lui fasse quelque chose. Parce que l'idée pour moi dans le couple, c'est que chacun prenne conscience de ses points et ses axes d'amélioration et fasse l'effort de son côté. Oui, il y aura des choses que je vais attendre de lui, mais là, sur le coup, c'était qu'est-ce que moi, Ouidad, je peux faire pour redynamiser mon couple. Ouais. C'est ça. Mais est-ce dire que, parce qu'on t'écoutant parler, je vois qu'il y a un côté d'amour de soi aussi qui rentre en jeu. Absolument. Est-ce que tu peux détailler le rôle, l'importance de l'amour de soi pour ceux qui nous écoutent? Parce qu'à un moment, je t'ai dit, bon, stop, il faut que je reprenne soin de moi, je reconquérir mon mari, etc. Donc, quel rôle ça a joué? Je pense que déjà, ça fait partie des choses qui ont provoqué le déclic chez moi. Parce que dans tout ce chamboulement-là, au fond, en fait, il y a toujours la Ouidad qui s'aime, en fait, qui est restée là. La Ouidad qui sait qu'elle est née pour profiter. Excuse-moi, c'est peut-être un peu exagéré de le dire, mais c'est comme ça que moi, je le vois. Que je suis venue sur cette terre-là pour profiter de ma vie avec mes proches. Je ne suis pas venue pour souffrir, en fait, dans ce monde. C'est pas parce que je suis maman maintenant que je vais, en fait, me sacrifier. En fait, pour moi, à aucun moment, la maternité, et ça, je le dis beaucoup dans mes posts sur les réseaux sociaux aussi, la maternité, pour moi, ne rime pas avec se sacrifier. Oui, les gens vont se dire, il faut faire les choses pour le bien-être de l'enfant, etc. Je n'en disconviens pas, mais ça ne veut absolument pas dire que moi, je dois m'oublier. Je pars du principe que si je m'aime assez et que je prends assez soin de moi, je serai assez bonne, assez efficace dans mon rôle de maman aussi. Et que ma fille va percevoir aussi tout cet amour que je me porte, moi,
va prendre peut-être exemple sur ça parce que les enfants nous copient. Et pour moi, tout ça, ça m'a donné le boost pour me relever et me dire, il faut que tu fasses quelque chose, en fait. Et cette petite chose, comme je te dis, ça commence à, oui, faire attention à son hygiène de vie, faire attention aux vêtements que tu portes à la maison. C'est vraiment des petites choses. Tu n'as pas besoin forcément d'aller faire une thérapie ou d'aller investir des 1000 et des 100 au début. Mais c'est des petites actions que tu peux mettre en place, aller te coiffer, faire attention à ta peau, aux soins du corps. Bref, des petites choses qui comptent pour la féminité que tu peux mettre en place. Après, peut-être que, vu que j'ai un petit côté conseillère en image aussi de base, je pense que ça m'a vachement aidé aussi à me reprendre en main et à améliorer mon image post-maternité. Donc, je pense que ça a joué aussi pas mal. Si je peux rajouter aussi un truc en plus, c'est aussi pas mal de communication. Quand tu as constaté, parce que tu as très bien souligné, on rentre dans une sorte de routine en fait, et où on est dit, on est juste les parents de l'enfant, tout simplement. À un moment donné, faire poser, il faut qu'on en parle. Voilà. Est-ce que tu constates ça? Est-ce qu'on peut faire en sorte d'améliorer les choses? Et après, on a passé à Essaie de la voir. Oui. Bon, elle est de nouveau à côté à la Ouais. Ok. Donc, ce que j'expliquais, c'est que une fois effectivement que Armand avait compris qu'il y avait effectivement cette routine qui s'installait et qu'il fallait effectivement mettre en place des actions, il y a aussi pas mal de communication entre les deux pour dire voilà, est-ce que tu constates la même chose que moi? Est-ce que tu penses comment est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et à partir de là, effectivement, on a pu adapter notre posture pour redevenir effectivement pas juste les parents. Exactement. Bon, il m'appelle souvent Armand. Je précise juste que Armand, c'est toujours Ouida. Parce que certains ne me connaissent pas sous Armand. Okay. D'accord? Non, ça c'est le nom de la maison. Hein. Ça, c'est un nom. Voilà. C'est le nom coquin. Donc, on ne va pas donner ça à tout le monde. Non, mais je vais revenir un peu sur ce côté que j'ai précisé tout à l'heure. Du fait que vous deux, vous êtes des migrants, si je ne me trompe pas, mais vous vivez en France. En fait, c'est deux cultures différentes, ok? Moi, aujourd'hui, j'ai envie de savoir, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, il y a certains qui sont en Afrique, dans d'autres pays d'Europe, etc. Comment vous avez vécu ce stress et cette pression sociale de la société, notamment, on va parler de famille d'abord, parce que voilà, vous êtes à l'étranger, faites un enfant, comment ça, est-ce que vous avez senti ça dans votre couple? Comment vous avez géré tout ça? J'y vais? Oui. Je pense qu'il y a eu, oui, on va pas se mentir, il y a eu un peu de pression au début et il y a encore de la pression. Hein. On vit au sein d'une famille, on a nos réalités. Déjà, nous deux, on n'a pas la même culture. On est béninois, mais on n'a pas la même culture. Moi, je suis Yoruba et lui, il est Gun et Dacha. En fait, c'est plus Yoruba. En fait, c'est aussi par rapport à la langue. Surtout, le Yoruba, c'est une langue. Et puis, lui, le Gun, le Dacha se rapproche beaucoup un peu du Yoruba parce que tout ça, c'est lié au Nago. Mais il y a le côté Gun qui sont des gens du sud, du Bénin, qui, n'ont rien à voir avec l'ethnie Yoruba. C'est vraiment des ethnies différentes. Et donc, avec des réalités complètement différentes. Une façon d'éduquer les enfants aussi complètement différente, si tu veux. Donc, il y a, on va dire, cette pression côté famille, côté maman, parce que un peu moins les papas, si tu veux. Mais moi, je l'ai senti des deux côtés, maman, avec c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut éduquer l'enfant. Ah non, vous êtes trop gentil. Ah non, vous êtes en Europe, on fait pas ça. Ou même, je te donne un exemple tout simple. Quand l'enfant est né, tu sais, les massages qu'on fait aux enfants là, où on doit tirer pour que l'enfant soit bien en forme solide. En France, on fait pas ça. À la maternité, quand tu laves l'enfant, on te montre comment laver l'enfant, mais c'est pas comme ça que les mamans africaines lavent les enfants. Donc moi, quand je suis revenue à la maison avec mon bébé, que déjà, j'ai ma sœur qui vit ici, qui est venue donner un bain à ma fille. Je voyais comment elle essayait de masser et aussi les instructions qu'on avait au téléphone de la famille au pays de... C'est comme ça, il faut faire, tu sais, les fesses là pour que ça remonte bien comme ça et tout. Ah, nous, on était là avec mon chéri, c'est quand on avait là. Non, mais on va fragiliser l'enfant est trop petit, on peut pas faire... Bon, il y a des trucs, on les fait chez nous, mais nous, on a eu du mal à les reproduire, j'ai envie de te dire, étant en diaspora. Maintenant, dans l'éducation même de l'enfant, oui, tu as certains conseils qui te sont donnés, certaines choses qu'on a envie d'inculquer aussi à notre enfant, certaines valeurs africaines qui nous ont bercés, qui nous ont
porter jusqu'au niveau où on est aujourd'hui, donc les valeurs de famille, de respect des aînés, enfin tout ça là, que nous, on a envie de maintenir étant en diaspora. Je suis pas en train de jeter la pierre aux personnes qui éduquent leurs enfants en diaspora ou aux gens qui y vivent, mais nous, en tout cas, il y a cette part, il y a ce côté africain, en tout cas, qu'on a envie de maintenir, de transmettre à notre fille. Et puis, si je peux compléter, juste sur la partie, effectivement, organisation, on a effectivement, on sent aussi le fait qu'on soit ensemble. Mais tu sais, moi, je pense qu'il faut pouvoir faire avec ça aussi, en fait, parce que, comme il disait, l'organisation n'est plus la même. Et c'est pas parce qu'on a un enfant maintenant qu'on t'aurait dit, ben, écoute, le podcast, on peut pas le faire. Ouais, tu vois ce que je dis? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Il faut faire avec et se dire que, et ça rejoint ton point sur l'amour de soi, ce n'est pas parce qu'on est parent qu'il faut oublier tout ce qui est passion, tout ce qui est envie personnelle. Parfois, certaines personnes vont se dire non, je veux pas être égoïste, je penserai trop à moi. Mais non, l'amour de soi, c'est un peu être égoïste aussi. C'est être égoïste, hein? Oui, parce que sinon, tu fais plus rien. Tu fais plus rien à côté. Il faut s'adapter, il faut ajuster. Il est parti s'occuper de la petite, il est revenu, et bien là, on reprend, en fait. En fait, il faut pas mettre sa vie en pause parce qu'on a un enfant, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Il ne faut pas mettre ni sa vie ni ses ambitions. Moi, c'est quelque chose qui est super important pour moi, surtout pour les femmes en général, parce que c'est une cause qui m'importe beaucoup. C'est non, on ne s'oublie pas, en fait. On n'oublie pas ses rêves. On continue d'aller poursuivre ses ambitions, même avec son enfant. Et c'est comme ça que tu montres le chemin, comme je le dis à l'enfant, que oui, en fait, il y a un champ des possibles et que la maternité, ce n'est pas une fin en soi. Au contraire, il faut le voir comme une opportunité pour aller chercher le maximum possible. Parce que finalement, cette vie de rêve dont je parle, ce n'est plus de toi seul qu'il s'agit. C'est une petite parenthèse. Non, mais c'est intéressant la parenthèse. Mais on va revenir un peu sur la culture de vous deux que tu expliquais au début, du fait que tu es Yoruba, tonton il est Gui et Dacha, Oui, c'est ça? Donc, ça, du coup, voilà. Comment tu as senti cette pression? Est-ce que c'est quelque chose qui a commencé avant l'enfant ou c'est pendant l'accouchement, la grossesse, etc.? T'as pas trop senti de pression, toi? Non, Mais vraiment. peut-être côté, le papa doit se comporter comme ça, même pas. Même pas, en fait. Je crois que c'est vraiment, comme tu dis, c'est très lié à la culture, en fait. Culture et famille. C'est lié à la culture. Je pensais famille, j'ai dit culture. C'est ça. C'est quand tu as été élevé. C'est quel était le rôle du papa et le rôle de la maman. Déjà, au sein de ton foyer, enfin, au sein de ta famille. Et puis, c'est souvent ce que tu vas reproduire, en réalité. Donc, effectivement, mon père, il était assez, assez flexible, en fait, on va dire ça comme ça, sur sa posture. C'est quand il doit prendre le lead, on va dire, sur certaines choses, ou quand il doit plutôt laisser la maman gérer les choses. Donc, de la même façon, il nous a toujours dit, il faut que tu sois à l'aise avec la façon de procéder, toi. Tu es à l'aise avec quand tu n'es pas dans un rôle à prendre ou à porter, il faut que tu restes à l'aise. Et donc, j'ai pas forcément reçu de pression. Mais je pense, si je me permets, c'est plus effectivement très côté femme, en fait, où on va souvent, avec la culture africaine, dire c'est le domaine de la femme, de la maman. Donc, c'est peut-être qu'il doit avoir telle posture, c'est peut-être qu'il doit faire ça, peut-être qu'il doit sortir moi et des choses comme ça. Mais si je peux me permettre de compléter ce qu'il dit, autant côté famille, peut-être que tu n'as pas senti trop de pression, mais moi, j'ai eu l'impression que plus dans ton rôle de papa protecteur en griffe, si on peut dire ça comme ça, protecteur de ce cocon qu'on est, aujourd'hui, ce cocon familial en diaspora, on n'est pas avec notre famille. C'est pas comme si on pouvait se fâcher s'il y a quelque chose maintenant pour dire on va prendre la voiture pour aller chez les parents parce qu'il y a un problème. Non, moi, j'ai senti qu'il était encore plus investi dans ce rôle de je veux vous protéger, ma fille et toi. Et indirectement, peut-être que ça te mettait la pression. Alors, mais du coup, c'est pas lié à nous. Oui, non, ça, tu me disais c'est vraiment largement. Plus largement. Ouais. Alors oui, forcément, parce que c'est un nouveau rôle, c'est un truc nouveau que tu découvres. Et comme si on s'est préparé, on s'est dit, voilà, tu as une vision de la chose avant que ça arrive. Surtout moi, j'essaie d'anticiper, planifier, de te dire, bon, ça va se passer comme ça. Quand ça arrive, ça se passe pas du tout comme tu as prévu. Donc, tu peux facilement perdre tes moyens et tu cherches à Il y en a certains qui vont être très sécuritaires ou perdre un peu, non, il faut que je la protège. Non, tu fais pas ça. Et effectivement, parfois, je me suis rendu compte, oula, elle est toute petite, que c'est arrivé un peu tôt par rapport à ce qui était prévu. Donc, ça rajoute le sentiment de il faut qu'on la protège, il faut m'assurer qu'elle ne manque de rien. Je n'ai pas envie de la laisser seule à des endroits où ça on va tendance à les dire vas-y, va jouer et tout. Moi, je vais être en train de la suivre et tout. Je joue pas avec les autres enfants parfois.
Ok. J'ai envie de poser une question qui n'était pas sur Ouais. la liste. En fait, dans ce que vous dites en termes de... On va toucher un peu à l'éducation de l'enfant. Ouais. Aujourd'hui, Ouais. je pense que tonton a dit quelque chose de très important dans le sens où, en fonction de l'éducation que tu as reçue, c'est ce que tu reproduis, par exemple, à ta famille ou tes enfants. Est-ce que toi, Widad, ça a été le cas pour toi? Parce que voilà, j'ai reçu une personne dans les épisodes passés qui me disait, en tant que femme, si tu as grandi avec une figure paternelle, c'est plus facile pour toi de gérer ton foyer ou de gérer ton homme et ton enfant. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Est-ce que c'est plus facile? Je ne sais pas si c'est plus facile. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille polygame où papa n'était pas toujours présent. J'étais plus avec ma maman et les autres mamans. Et c'est pas pour autant qu'aujourd'hui, je gère moins bien mon foyer et ma vie de famille. Donc, et oui, j'avais la figure paternelle. J'identifiais mon papa comme étant mon papa, mais il n'était pas là. Il n'était pas souvent là. Donc, en tout cas, moi, j'étais trop petite, en tout cas, pour passer des vrais moments avec lui et me dire c'est parce qu'il était là, que c'était comme ça, comme ça, comme ça, que maintenant, ça influence ma nouvelle vie de femme. Absolument pas. Peut-être pour certains, c'est le cas, mais pour moi, c'est pas l'expérience que moi j'ai eue. Je pense que oui, l'éducation que j'ai reçue de ma mère a en partie influencé la femme que je suis et ce que je suis en train de transmettre à ma fille aussi, ce qui a du bon, je trouve. Dans notre éducation africaine, il y a beaucoup de bon, il y a beaucoup de choses. On en a parlé tout à l'heure, tu vois, le côté respect de l'autre, le côté amour de l'autre, qui sont des choses qu'on m'a transmis moi. Le côté, on contribue aussi, qui est quelque chose, bon, pour l'instant, elle est encore trop petite pour le cerner, mais qui est quelque chose que j'ai envie de lui transmettre aussi, c'est-à-dire que tu n'attends pas que ce soit le tonton qui fasse tout à la maison ou qui ramène tout. C'est des choses qu'on m'a éduquées, parce que ma maman, c'était une bosseuse aussi, et c'est des valeurs que j'ai envie de lui transmettre. Alors, je me suis peut-être éloignée du sujet, mais tout ça pour dire que oui, moi, j'ai pas eu de figure paternelle, j'ai eu une figure maternelle qui m'a influencée, mais il n'y a pas que ça. Il y a un adage chez nous en Yoruba qui, pour traduire ça en français, qui dit tu as l'éducation de la maison et tu as cette autre éducation que toi-même tu t'es forgé une fois que tu deviens adulte et que tu es en griffe dans la rue ou dans la société. Et je pense que le fait d'être venu en France, d'être en diaspora, ça a forgé une nouvelle personnalité en moi. J'ai pris conscience de certaines choses. Et donc, j'ai pris le bon dans mon éducation personnelle, mais j'ai aussi mon éducation de la vie qui vient s'associer à ça et qui font de moi la femme, l'épouse et la mère que je suis aujourd'hui. Pour compléter ce que tu disais aussi, c'est une réponse un peu de politicien. On peut dire oui et non, en fait. Oui, parce que forcément, tu as une figure paternelle qui est là, donc tu as, on va dire, un certain nombre de choses que tu pourras, en fait, te dire, ah ben mon père, il faisait comme ça. Du coup, c'est sans doute comme ça qu'il va réagir, ainsi de suite. Et puis, après, la partie non, c'est plutôt dire, ben, on est tous différents. Donc, c'est pas parce que tu vas répliquer ça, et parfois même c'est un piège d'essayer de répliquer parce que tu vas te rendre compte que l'autre personne est totalement différente et te dire, ben, je fais tout mal. Tu vois, excuse-moi de te couper juste pour une petite anecdote. Avant qu'on ne devienne parents, il y a ce truc-là, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Là c'est mon expérience personnelle, il y a ce truc-là qui fait que dans mon éducation, les femmes, elles chouchoutent leurs hommes. Elles prennent soin de leurs hommes. Elles sont aux petits soins. À la maison, même limite, le tonton, il fait rien. Il reste assis et tout vient. On pose tout sur la table pour qu'il soit à l'aise et tout. Et moi, j'ai été éduquée avec cette idée de la femme. Elle doit se comporter aussi comme ça à la maison pour que son homme soit content. Et j'ai essayé de reproduire ça au début de notre relation, je pense. Sauf que mon chéri, il n'est pas comme ça et il n'a pas été éduqué comme ça. Et comme il dit dans sa famille, ben, papa connaît son rôle, il sait quand il faut prendre le lead, il laisse la place qu'il faut à un moment. Enfin, chacun se responsabilise, en fait, tu vois, je pense. Hein. Et lui, il est comme ça. Donc, quand moi, j'ai commencé, tu vois, à avoir ces comportements de « Ah non, ne fais rien, laisse-moi te servir, laisse-moi faire ça ». Même quand j'étais fatiguée, pour te dire à quel point parfois l'éducation, comme je te dis, il y a du bon, mais il y a des choses, il faut faire la part des choses. J'étais crevée, j'étais fatiguée, je devais m'occuper de la maison et tout. Mais pourtant, il voulait m'aider et j'étais la première à dire non, 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 ne fais pas ça et tout, laisse-moi faire. Et à un moment, il m'a dit, mais tu sais, je te demande pas de faire ça. Tu n'es pas obligé de faire ça. Laisse-moi t'aider. On est là, on est ensemble, on est une team en fait. Et ça, il me le rappelle tout le temps. On était une team avant de devenir parents, on l'est encore aujourd'hui. Et tout ça pour dire, ben en fait, oui, dans notre éducation, c'est top, mais il faut faire la part des choses. C'est sur ça que je voulais revenir. Tout n'est pas bon à prendre, en fait. Intéressant ce que vous me dites dans le sens où aujourd'hui, et ça, c'est un peu l'erreur qu'on fait souvent et que, bon, je ne veux pas tirer sur nos parents, que nos parents ont fait.
du fait que, voilà, ils ont été éduqués d'une certaine manière, donc ils ont répliqué cette éducation-là sur les enfants et leurs enfants aussi, ça continue. Moi, ce que je comprends un peu dans ce que vous dites aussi, c'est que pour vous, la communication et le soutien sont essentiels pour créer l'équilibre dans votre couple. Et que ce soit dans votre vie de couple avant la naissance de l'enfant et aujourd'hui avec l'enfant. Donc, la communication, c'est un peu la base un peu de tout ça, en fait. C'est ce que je note. C'est exactement la clé de voûte. Ça désamorce plein de situations, ça permet de progresser, ça permet de s'améliorer. Et puis, c'est le cœur de la relation. Ouais. Moi, je suis une pipelette. Communiquer, je pense que si on ne communiquait pas, si je parlais pas, il y aurait un souci dans le couple. Autant lui, il parle pas beaucoup, il est assez discret, autant moi, il faut que je communique. Il faut que je m'exprime. Il faut que j'extériorise, mon ressenti quand ça va, quand ça ne va pas. Quand je pense qu'il faut s'ajuster, il faut qu'on en parle. Et lui, même derrière cette discrétion, je me permets de le dire comme ça, chérie, même derrière cette discrétion, c'est le gars qui, quand il va voir, par exemple, que côté business ou quand je suis à fond dans mon projet, que je travaille trop et qu'il a besoin que sa femme soit là, ou qu'il sent que oui, la petite a besoin aussi que je sois là avec eux, etc., c'est le premier qui va venir me voir et qui va me dire, tu en as encore pour combien de temps? Est-ce que tu peux venir rester avec nous? On a besoin que tu viennes rester avec nous. Tu vois? Et donc, pour moi, tout ça, ça fait partie de notre mantra de toujours communiquer et toujours communiquer. Ok, la communication, c'est la clé pour nos auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui sont déjà parents ou mamans. Être une mère, là, ne veut pas dire que c'est fini votre vie et que voilà, on n'allait plus prendre soin de vous, on n'allait plus calculer tout le monde, etc. Mais c'est un peu, comme tu as dit, Vidal, c'est une opportunité aussi à saisir pour pouvoir avancer aussi dans ses objectifs de vie. Et tu as dit quelque chose d'intéressant et que tonton a approuvé dans le sens où il faut avoir une certaine vision aussi commune, en fait. De dire, OK, comment je vois la chose, comment je vois la vie de parents, en fait, parce que c'est des discussions que vous avez eues bien avant. Aujourd'hui, ce qui vous permet aussi de se lancer, de mieux prendre soin de ces têtes-là que vous avez. Et moi, je pense aussi que pour ceux qui nous écoutent aussi, c'est vraiment important de se poser à un moment donné, discuter de tout ça, en fait, tu vois. Pour revenir également sur cette notion de culture, etc., je pense que, bon, je ne sais pas si au Bénin, comment ça se passe, mais par exemple, au Togo, tu as toujours cette petite guerre, tu vois, entre les différentes ethnies, du sens que, OK, bon, la fille d'ici ne doit pas épouser l'homme de telle religion, parce que voilà, l'autre est esclave de l'autre. Tu vois, il y a toujours ces petits trucs-là et tout, tu vois. Et moi, j'ai envie de dire, c'est pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce qu'au début, même avant tu vois, la grossesse ou bien au début de votre histoire amoureuse, il y a eu ce choc culturel là ou pas? Et comment, toi, en tant que femme, parce que les femmes, tu vois, c'est amoureuse et tout, comment tu as géré tout ça? En fait, au Bénin, il y a moins, je parle encore une fois de ce que je sais, je n'ai pas la science infuse, mais j'ai l'impression qu'il y a moins ce côté, en tout cas dans le sud, parce que nous deux, notre ethnie, on est quand même du sud, tu vois. Peut-être entre les régions nord, sud, puis là, je ne sais pas. Mais dans le sud, nous, on n'a pas eu ça. Moi, je n'ai pas vécu ça. J'ai plus, si tu veux, et ça, c'est vraiment la première fois que j'en parle ouvertement hors du cadre privé. Moi, je suis musulmane d'origine et mon chéri est chrétien. Et donc, c'est pas tant sur nos ethnies, Yoruba, Goun, on n'a pas eu de souci sur ça. Il faudrait demander est-ce que le Goun ne doit pas se mettre avec le Yoruba, etc. Est-ce qu'on a eu ça? Donc, nous, on ne l'a pas eu, mais par contre, peut-être quelques couacs entre « Ah, tu es musulmane, ah, il est chrétien, est-ce que ça va le faire ?» C'est plus sur ce côté-là. Et comme je te dis après, ce qui nous a permis de tenir malgré les réflexions familiales ou en tout cas les réflexions des uns et des autres, c'est d'abord de se dire qu'est-ce que nous on veut. Encore une fois, on revient à l'amour de soi, le côté un peu égoïste de tout le reste. C'est qu'est-ce que nous on veut, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, jusqu'où on est prêt à aller et qu'est-ce que ça représente pour nous en fait. Qu'est-ce que ça représente pour nous? Est-ce que ça nous fait, comment dire? Est-ce que ça nous détourne de notre foi? Tout ça, il y a toutes ces questions-là, en fait, auxquelles on a répondu au début avant de s'engager dans la relation même. Tu vois, c'est qu'est-ce que chacun est prêt à garder parce que c'est super important. Notre religion personnelle, c'est important pour nous séparément avant d'être en couple. Donc, on s'est dit, on ne veut pas que ça devienne un conflit entre nous. On s'aime, on veut être ensemble, on veut partager notre vie ensemble. Ça va être fondé sur d'autres valeurs
En sachant même que dans nos deux religions, il y a quand même des valeurs communes, qu'on le veuille ou pas. En fait, tout ce dont je te parle, là, le côté respect, le côté humilité, le côté aider l'autre, enfin, tous ces éléments-là se retrouvent dans nos religions. Mais on ne veut pas que la religion soit un sujet de conflit entre nous. Donc, on va fixer des règles, on va fixer une base de départ. On va savoir qu'il ne faut pas empiéter sur le terrain de l'un ou l'autre. Il ne faut pas susciter des réflexions qui vont frustrer l'autre et laisser l'autre pratiquer sa foi comme il l'entend, en fait, tout simplement, sans rien imposer. Ça a été notre deal dès le départ. C'est ça. Et puis, effectivement, il y a la question aussi qui va arriver pour les enfants et tout. L'idée, c'est aussi de lui présenter un panel de les deux religions. Papa, il fait ça. Maman, elle fait ça. L'histoire de la religion de papa, c'est ça. L'histoire de la religion de maman, c'est ça. Et puis après, on voit avec les affinités... Je voulais en venir là, du fait Ouais. aujourd'hui, vous avez un enfant, vous êtes de religions différentes. Comment vous envisagez la chose, dans sa Oui. globalité, de dire, OK, ah, écoute, ma fille, tu vas suivre papa, parce que vous savez, bon, dans notre culture africaine, on dit le père, c'est le maître de la maison. Donc, l'enfant va suivre forcément la religion du père, etc. Comment vous envisagez ça aujourd'hui, en tant que parent? Bah, moi, je peux présenter tout ce que je Vas-y, et puis, vas-y. non, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, à partir du moment où on s'est mis d'accord sur le côté, où on fait, c'est la religion, ça va être effectivement un sujet, mais pas un sujet sur lequel on va aussi, comment dire, fonder ou mettre une base en disant il faut absolument qu'on fasse ça dans la religion. À ce moment-là, on se laisse aussi le temps déjà d'explorer chacun la religion de l'autre, de comprendre aussi. C'est hyper important. Comprendre et ne pas avoir un jugement. Bon, c'est comme ça. Donc, comprendre déjà. Et puis ensuite, pour l'enfant, comme je le disais, lui présenter les choses de façon très ouverte et très honnête. En lui disant, il faut que tu fasses ça parce que je suis comme ça. Il faut que tu fasses ça parce que je suis comme ça. Parce que nous-mêmes, on a fait ce travail-là. Comprendre notre religion et se dire, voilà pourquoi je suis chrétien, voilà pourquoi je suis musulman. Et donc, c'est ce qu'on va présenter à l'enfant. Et puis, on verra vers où il part. Et en essayant, en tout cas, à chaque fois, et moi, c'est ce que je fais. Si tu veux, je n'essaye pas, et là, en toute honnêteté, d'être là quand lui, il va parler de religion avec sa fille ou quoi, parce que je ne veux pas influencer. Et pareil, quand je fais la prière, si tu veux, parfois, ma fille vient, et par mimétisme, elle fait ce que je fais, en fait. Mais c'est pas pour autant que son papa vient et lui dit non, ne fais pas ça ou quoi. En fait, on n'impose pas, on ne s'impose rien déjà, et donc on ne part pas du principe qu'on veut imposer quoi que ce soit à notre enfant. On la laisse y aller selon l'affinité, selon ce qu'elle voit et selon les choses, comme tu dis, qu'on lui aura présentées en toute objectivité, en fait. Et sans essayer d'influencer ou de dire pour papa c'est pas bien, pour maman c'est pas bien, c'est pas ça le sujet, en fait. Je vois. Intéressant. C'est notre point de vue, hein. C'est notre point de vue. C'est que tout le monde ne partage pas forcément ce point de vue et d'autres aussi par facile. En tout cas, c'est plus simple quand les deux sont de la même religion parce que la question ne se pose pas. Ou en tout cas, on essaye de trouver notre équilibre. Oui, c'est ça. Et puis le chemin qu'on a pris est sans doute pas le plus simple, que ça va amener des questions. Et par rapport à ce qu'il a dit, je voudrais rebondir là-dessus sur le côté communication. Et ça, c'est important pour nous aussi, même si c'est un sujet un peu sensible. Il n'y a pas de tabou pour nous, en fait. Il faut qu'on communique. Même si c'est touchy, il faut en parler. S'il y a un truc, il faut prendre le point de vue de l'autre. Il faut écouter l'autre. Il faut se mettre à la place de l'autre. Il faut prendre du recul pour donner son opinion et être toujours dans la bienveillance et dans le respect. Toujours. Pour nous, ça, c'est la base. Ok, la communication, la clé, quoi. La communication revient. Je pense que je vais donner une petite liée à la communication pour l'épisode. Bon, je pense qu'on a beaucoup parlé. Voilà. Avant d'aller à la conclusion, avant de conclure, on va maintenant passer à la partie où nous donner des conseils, toi en tant que maman. Déjà à deux personnes différentes, c'est-à-dire le premier cas, c'est un peu les jeunes mamans aujourd'hui qui sont comme toi, qui pourront se sentir dépassés ou même désorientés dans ce rôle de parent, d'être maman. Et de l'autre côté aussi, ces filles aujourd'hui qui sont en couple et qui ont peur de franchir le cap de devenir maman, en fait. Donc, quel conseil tu donnerais à ces deux personnes? Pour la première personne, en tout cas pour la première catégorie de personnes qui sont déjà mamans et qui se sentent débordées par ce rôle, je dirais d'abord, il est important de comprendre pourquoi on est débordé, en fait. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des phases où moi je me sentais fatiguée, oubliée, etc. Il faut essayer de comprendre c'est quoi. Est-ce que c'est parce que
j'ai l'impression que mon partenaire ne me soutient pas assez et donc c'est moi qui fais tout. Est-ce que c'est parce que j'ai un travail qui est hyper prenant et donc je n'ai pas le temps pour gérer le reste ou je me retrouve à faire plein de choses à la fois? Il faut comprendre la raison profonde de ce débordement-là et maintenant essayer de voir quelles sont les solutions idéales. Et parmi les solutions, tu peux avoir, mon chéri en parlait à un moment, est-ce qu'il vaut mieux demander de l'aide, faire garder la petite parce que tout seul on n'y arrive pas, prendre une aide ménagère à la maison. Bref, il faut réfléchir à ce qui pourrait nous soulager et ne pas hésiter à demander de l'aide. Je sais qu'au pays, c'est plus simple parce que tu as toujours une tata, une grand-maman ou machin qui peut venir récupérer. En diaspora, c'est différent. L'isolement, et on en parlait encore il n'y a pas longtemps, on peut très vite se retrouver tout seul, isolé dans son rôle ici. Mais si on en a la possibilité, c'est quand même aller chercher de l'aide. Demander à des cousins, demander à une amie proche qui pourrait garder pendant quelques heures. Ou si on a la possibilité financière de le faire aussi, c'est confier l'enfant à une nounou, à une tata qui peut garder un instant. Le temps que toi, tu dormes, ou le temps que tu sortes avec ton chéri, on revient au côté couple. Voilà, quand tu te sens débordé voilà, et que tu n'arrives pas à souffler, c'est des solutions comme ça qu'il faut envisager, à mon sens. Donc ça, c'est pour la première partie, première catégorie de personnes. Pour les autres, pour les jeunes, pour les mamans aussi, excuse-moi avant de finir, il faut vraiment qu'elles pensent aussi à ne pas trop culpabiliser. C'est super important parce que quand ça se passe, quand on est débordé, qu'on n'arrive pas à atteindre certains objectifs ou tenir certaines responsabilités, tout de suite, on ramène ça à nous et on pense que c'est nous le problème, en fait. Donc, il ne faut pas culpabiliser, il faut éviter de culpabiliser et prendre le temps de réfléchir pour trouver des solutions, seul ou ensemble avec le partenaire. Et donc, comme je le disais, pour les personnes qui veulent se lancer dans l'aventure, pour les jeunes femmes, j'ai envie de dire, j'ai envie de donner comme conseil de penser à la préparation. Parce que si on se dit je veux devenir maman, c'est parce qu'on sait que voilà, le chemin sera peut-être pas rose. Donc, il faut bien préparer, anticiper. Mon chéri avait parlé de assurer un toit, assurer le côté financier aussi. Voilà, pensez à tout ça avant de se lancer. Pensez à l'organisation possible pour pouvoir bien vivre ce rôle de maman dès le départ, en fait. Ne pas attendre d'être dedans pour commencer à réfléchir. Si elles peuvent anticiper, qu'elles le fassent. Et deuxièmement, savoir s'écouter. Je trouve que c'est super important. Parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure, elles ne savent pas, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est machin, c'est savoir s'écouter. Le bon moment, c'est quand nous, on estime que c'est bon. Parce que parfois, tu sais, pour les femmes aussi dans la société, on va dire l'horloge féminine, il faut avoir un enfant avant tel âge, machin. Il faut savoir s'écouter, il ne faut pas faire du copier. C'est pas parce que la copine ou la tata, voilà, a fait ça à tel âge que toi aussi, alors que tu n'as pas encore les reins solides financièrement, que tu vas te lancer. Il faut faire attention. Mais pause. Est-ce qu'il y a un bon moment, selon toi? La question revient à 10 000 $. Quand on est prêt. Le bon, oui, mais ça, c'est une réponse politiquement correcte aussi. Vraiment, pour moi, Audrey, pour moi, le bon moment, c'est quand tu sais que tu as un partenaire. Je pense, quand tu sais que tu as un partenaire qui pourra t'épauler, te soutenir dans ce chemin. Et quand tu sens que financièrement, et là en toute objectivité, quand tu sens que financièrement tu es capable de gérer un enfant. Parce que les histoires de l'enfant vont venir et puis après on va se débrouiller, on va faire avec. En tout cas, moi je suis pas dans cette affaire-là, quoi. Donc le bon partenaire, sentir que c'est le bon moment pour soi et financièrement pouvoir gérer un minimum possible, en fait. Là, tu es dans l'approche pragmatique. Oui. Il y a des personnes qui ne sont pas pragmatiques, qui réfléchissent par rapport aux émotions et qui ont juste à un moment donné parce qu'ils ont été enfants uniques ou parce qu'ils ont beaucoup d'enfants, se disent j'ai envie d'avoir beaucoup d'enfants très rapidement. Et ça, c'est moi. C'est pour ça que je dis c'est moi. C'est moi. Et c'est pour ça que moi j'utilisais la réponse politique en disant c'est quand le bon moment, c'est quand tu es prêt, quand toi tous tes critères sont validés et que tu estimes que tu peux avoir un enfant. Mais quand tu dis quand tu es prêt, est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez dans le prêt? On va parler de sous, d'argent, de moyens financiers. Moi, je suis assez pragmatique, donc ça va être effectivement le financier, ça va être la préparation aussi, même si on n'est jamais vraiment prêt pour ça, mais psychologique et mental pour une retraite qui va arriver. Ça va être le toit, ça va être un certain nombre de garanties aussi sur l'avenir, sur les 5 ans à venir. S'assurer que d'ici les 5 ans, on ne va pas être à un moment donné être dans une position qui va peut-être nous conduire à faire souffrir ce petit être. Ça va être ça pour moi. Mais après, je suis assez cartésien en général sur ces choses. Et
C'est-à-dire que je réalise très peu par les émotions. Bah oui. Et pourquoi tu me reproches maintenant, moi, de dire sécurité financière et puis voilà. Est-ce que les couches là, ça s'achète? On va pas danser au supermarché pour récupérer les couches. Hein? Je ne te reproche Non, comme on dit, vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche, quoi. Tu vois. C'était avant. je te reproche. Certaines personnes qui ont cette conception-là, il faut les prendre en compte. Oui, je suis d'accord avec toi, chérie. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, en tout cas, étant en diaspora en plus, hein, peut-être que ça biaise la façon de penser. Mais je me dis, tu as un loyer à payer, tu as des charges, voilà, pour gérer l'enfant, pour la déposer à la crèche et la nounou, parce que tu dois aller travailler, ça a un coût, tout ça. Donc, il faut un minimum être, avoir quand même un peu de côté et pas se dire qu'un enfant sera là, on va improviser. En tout cas, je pense qu'en diaspora, c'est pas une bonne idée de fonctionner comme ça. Voilà. Et puis, un autre, tu l'as évoqué, mais bien prendre en compte que c'est vrai que c'est une belle aventure, c'est super beau et tous les moments qu'on vit avec l'enfant sont magiques, mais ça reste quand même assez dur. Ouais. Et ça, cet aspect-là, je pense qu'on ne communique pas assez. Souvent, on a tendance à parler que des points positifs. Le début, c'est dur, c'est très dur. Ouais. Et après, au fur et à mesure, tu vois, on va dire, il y a plein d'éléments qui arrivent pour, au final, cette partie dure-là, elle se masque par tout le bonheur que tu vas avoir derrière. C'est ça. Mais au début, voilà, c'est un chamboulement et il faut l'intégrer. C'est super important ce qu'il a dit, le côté se masque, parce que c'est pas parce que les années avancent que du coup ça disparaît aussi. Il y a encore des moments où même nous, on va se dire, c'est pas facile en fait, tu vois. Mais le côté, oui, c'est bien, le bonheur, toute la joie, tout le plaisir qu'il y a à côté, en proportion est plus importante. En tout cas pour nous, pour certains pas forcément, mais pour nous plus importante. Et donc ça fait que, oui, tu continues, tu fais avec et ça se dissipe un peu ou c'est masqué. Mais ça ne veut pas dire que ça disparaît. Ça, il faut avoir ça en tête aussi. Ok, c'est juste un masque, quoi. Un masque qui vient. Oui, et je pense que même nos parents aujourd'hui, même quand tu vieillis, ça continue en fait. À aucun moment tu te dis, là c'est bon, c'est fini, c'est la joie à 1000%. Il y a c'est challengeant en fait. C'est super challengeant, je trouve. Et ça me rappelle le slogan de mon podcast. Pour le nom, pour ceux qui ne savent pas et qui ont écouté l'épisode du début, Tatona, ça veut dire tout simplement une discussion en Hausa, donc une langue plutôt parlée au Bénin, au Nigeria, mais dans d'autres pays également. Mais ça veut dire juste les voies de nos vies. En gros, dans la vie, on n'est pas rose, en fait. Donc, tu as des jalons. Donc, tu as tantôt des montagnes, tantôt des plaines, tantôt des surfaces plates. Et nous aussi, c'était l'idée aussi derrière de dire aux gens, de montrer aux gens que voilà, tout n'est pas rose, comme on dit, et qu'il faut faire face à ces challenges dans la vie. Et votre histoire aussi inspire d'autres personnes aussi qui vont écouter le podcast. Je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode qui a été super enrichissante. C'est une belle façon de conclure là, avec le côté la vie n'est pas rose là. Donc, les amis, déjà, je tiens à remercier mes hôtes d'aujourd'hui, Midad et Tonton, spécialement pour cet épisode-là. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant la conclusion. Merci à toi de nous avoir reçus. C'était vraiment enrichissant et même, tu vois, en discutant, on a découvert des choses, des visions. Donc, c'est un sujet hyper intéressant, hyper enrichissant. Et alors, on a dit effectivement qu'on se connaissait depuis longtemps, mais je pense que peu importe le nombre d'années, on apprend toujours. Et je trouve que c'est une superbe idée que tu as d'ouvrir ça de cette façon-là au plus grand nombre. Merci. Mais écoute, pareil, je te remercie aussi pour cette opportunité de parler de ces sujets dont on ne parle pas assez. La maternité en fait partie. C'est que je trouve en tout cas que nos parents ne nous en parlent pas assez. Qu'on découvre beaucoup de choses sur le tas, qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour être maman ni pour être parent. Et que comme mon chéri l'a dit, on apprend, on s'ajuste, on tombe, on se relève. Mais malgré tout, ça reste magnifique, quoi. Voilà. Super. Alors, les amis, les auditeurs et auditrices, c'est le moment où nous devons nous dire au revoir. Mais ces étoiles dans nos yeux brillent encore de tout l'amour maternel partagé aujourd'hui avec une date de son mari. Ton parcours de mère a touché vraiment, moi personnellement, a touché mon cœur. Et je félicite également tonton aussi par rapport à cet accompagnement-là.
Merci pour cette discussion. Ce que je retiens, c'est que la maternité, c'est un voyage sacré, une aventure remplie d'amour, de défis et de moments précieux. Alors, nous espérons que cette discussion vous a aidé, que vous soyez déjà parents, futurs parents, ou tout simplement témoins de l'amour maternel qui nous entoure. Et avant de nous quitter, je tiens à rappeler encore une fois que ce voyage est unique. Et je vous invite vivement à revivre ce voyage-là. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez surtout pas, abonnez-vous. Merci, Widad, merci et à très bientôt. Merci. Merci.